Imaginez un avion décollant au milieu d'une tempête intense. La pluie frappe le fuselage, l'eau s'écoule sur les ailes et d'énormes quantités d'air humide entrent directement dans les moteurs. Dans ces conditions, chaque moteur absorbe de grandes quantités d'eau avec l'air. Que se passe-t-il réellement à l'intérieur d'un moteur d'avion dans cette situation? À première vue, la réponse semble évidente. Si tout moteur a besoin d'une combustion stable pour fonctionner, introduire de l'eau dans ce processus devrait l'éteindre presque immédiatement. C'est une idée intuitive, car l'eau et la combustion ne semblent pas compatibles. Cependant, il suffit d'observer un aéroport pendant une tempête pour voir que quelque chose ne correspond pas à cette logique. Les avions décollent sous des pluies intenses, traversent des nuages chargés d'eau et atterrissent tandis que d'énormes rideaux de pluie frappent leurs moteurs. Dans ces conditions, les moteurs ne se contentent pas de continuer à fonctionner, ils le font avec une stabilité surprenante. Ils ne s'éteignent ni ne s'arrêtent, et, dans la plupart des cas, ils ne montrent même pas de signes visibles qu'ils avalent de grandes quantités d'eau. À l'intérieur d'un moteur à réaction, plusieurs processus se produisent en même temps. L'air est accéléré, comprimé et mélangé avec du carburant, tandis que les températures atteignent des niveaux extrêmes. Dans cet environnement, l'eau ne se comporte pas comme elle le ferait dans un moteur conventionnel. Comprendre ce qui se passe réellement nécessite de suivre le parcours de l'eau dès l'instant où elle entre dans le moteur. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut comprendre pourquoi les moteurs modernes peuvent traverser des pluies torrentielles sans s'éteindre. Mais avant d'arriver à la combustion et aux hautes températures, il existe une étape cruciale qui se produit juste à l'entrée du moteur. Que se passe-t-il réellement avec l'eau lorsqu'elle entre dans un moteur à réaction? Lorsque l'avion traverse une tempête, l'air qui entre dans le moteur n'arrive pas seul. Avec lui voyagent des milliers de gouttes d'eau entraînées par le flux qui sont aspirées directement à l'intérieur du moteur, mélangées à l'air qui alimente la combustion. À partir de ce moment commence un parcours complexe, car les gouttes n'avancent pas intactes ni ne suivent une trajectoire simple. À l'intérieur du moteur, elles rencontrent un flux d'air qui s'accélère, change de direction et traverse une série de compresseurs avant d'atteindre les zones les plus chaudes du système. Ce phénomène peut s'intensifier à certains moments du vol, en particulier lors d'un décollage sous une forte pluie. Pendant le décollage, les moteurs fonctionnent près de leur puissance maximale, tandis que l'avion accélère sur une piste recouverte d'eau. Les roues du train d'atterrissage soulèvent des éclaboussures qui, avec la pluie tombant directement du ciel, forment un courant de gouttes qui finit par entrer dans l'admission du moteur. Cela peut également se produire lorsque l'avion traverse des nuages chargés d'humidité ou dans certaines conditions météorologiques, notamment dans des nuages convectifs ou des orages, la quantité d'eau en suspension dans l'air peut être très élevée. Même si depuis le cockpit cela semble être simplement un nuage de plus, le moteur absorbe en continu de l'air chargé de petites gouttes qui passent directement à l'intérieur du système. Une fois que ces gouttes entrent dans le moteur, le flux d'air et d'eau rencontre son premier grand obstacle, le fan, le grand ventilateur situé à l'entrée du turbofan. Ce ventilateur tourne à des milliers de tours par minute et déplace une masse d'air gigantesque. Lorsque les gouttes d'eau impactent ces aubes, l'effet est immédiat et les grosses gouttes se fragmentent en de nombreuses gouttes plus petites. Au lieu de grosses gouttes lourdes qui pourraient se déplacer de manière irrégulière, l'eau est dispersée en un nuage de particules beaucoup plus fines qui sont entraînées plus facilement par le flux d'air. À partir de ce moment, le comportement de l'eau à l'intérieur du moteur est presque entièrement dominé par la dynamique de l'air qui la transporte. Et ce flux d'air est extrêmement puissant à l'intérieur du moteur, où il s'accélère, change de direction et traverse des conduits soigneusement conçus pour le diriger vers le cœur du système. Dans cet environnement, les petites gouttes d'eau sont piégées dans le courant principal. Certaines sont poussées vers les parois internes du moteur par des effets aérodynamiques et finissent par être déviées vers des zones où elles n'affectent pas le fonctionnement du cœur. D'autres continuent d'avancer avec l'air. Dans les moteurs turbofan modernes, une grande partie du flux qui traverse le fan n'entre pas dans le cœur du moteur, mais passe par le conduit de dérivation qui entoure le noyau central. Ce flux secondaire transporte avec lui une partie de l'eau ingérée et l'éloigne des zones les plus critiques du moteur. Mais toute l'eau ne suit pas ce chemin, puisqu'une fraction du flux se dirige effectivement vers l'intérieur du cœur, en direction de la zone où se trouve la chambre de combustion.
Ainsi, une partie de l'eau fragmentée poursuit son voyage vers le cœur du moteur, où le flux d'air devient beaucoup plus intense et les conditions changent de manière radicale. C'est dans cette région que le comportement de l'eau à l'intérieur du moteur commence à devenir beaucoup plus intéressant du point de vue physique. Mais lorsque ces gouttes pénètrent dans cette zone du moteur où l'air est comprimé avec une intensité énorme, une question inévitable se pose. Que se passe-t-il réellement à l'intérieur du moteur ? Lorsque l'eau parvient à traverser le fan et à poursuivre son trajet vers le cœur du moteur, elle entre dans l'une des régions où le flux d'air change de manière radicale. À partir de ce point, le mouvement de l'air cesse d'être simplement un courant qui traverse le moteur et commence à se transformer en un processus de compression progressive qui modifie complètement l'environnement dans lequel se déplacent ces gouttes. Cette région correspond au compresseur, formé de multiples étages d'aubes rotatives et statiques qui travaillent ensemble pour augmenter la pression de l'air. Chaque étage accélère le flux et le dirige vers le suivant, augmentant progressivement sa densité et sa température. Ce processus se produit tandis que les aubes tournent à des vitesses extrêmement élevées, créant un environnement où l'air change constamment de vitesse, de direction et de pression. Lorsque les gouttes d'eau arrivent dans ce système, elles le font déjà fragmenter par leur passage préalable à travers le fan. Mais à l'intérieur du compresseur, quelque chose d'encore plus intense se produit. Les gouttes qui impactent les aubes en rotation se brisent en particules encore plus petites. L'énergie de l'impact, combinée à la vitesse du flux d'air, produit une atomisation supplémentaire qui transforme beaucoup de ces gouttes en un fin nuage de microgouttes en suspension dans le flux comprimé. Ce processus est important car il change complètement la manière dont l'eau interagit avec le moteur puisque, au lieu de se comporter comme des gouttes lourdes susceptibles d'interférer avec le flux, l'eau devient une partie d'un mélange très fin au sein de l'air comprimé. Par conséquent, les particules sont si petites que le flux aérodynamique les transporte avec une relative facilité à travers les différentes étapes du compresseur. En même temps, l'environnement à l'intérieur du compresseur commence également à changer à mesure que l'air progresse à travers ces différentes étapes et que sa pression augmente en même temps que sa température. Bien que dans cette zone, les niveaux thermiques soient encore très éloignés des extrêmes atteints lors de la combustion, ils sont néanmoins suffisants pour qu'une partie de l'eau commence à s'évaporer progressivement. Certaines microgouttes se transforment en vapeur avant même d'atteindre les dernières étapes du compresseur. Une autre partie de l'eau, cependant, ne continue pas directement dans le flux principal, car à l'intérieur du compresseur, les forces aérodynamiques poussent certaines particules vers les parois internes du moteur. Là, elles peuvent adhérer temporairement aux surfaces métalliques ou se déplacer vers des zones où la conception du moteur permet leur évacuation progressive, ce qui réduit la quantité d'eau qui continue d'avancer vers les zones les plus critiques du système. Cependant, lorsque la quantité d'eau ingérée est très grande, certains effets secondaires peuvent apparaître. L'eau peut légèrement modifier la dynamique du flux, altérer l'angle avec lequel l'air entre dans certaines étapes du compresseur ou générer de petites pertes d'efficacité. Dans des cas extrêmes, si le flux devient trop irrégulier, le compresseur pourrait subir des instabilités temporaires. Mais dans la plupart des scénarios de pluie intense, la conception du compresseur est préparée pour gérer ces conditions sans que le moteur perde son fonctionnement normal. L'air continue d'être comprimé, les microgouttes poursuivent leur parcours et le flux se dirige inévitablement vers l'étape suivante du moteur. C'est précisément là que le comportement de l'eau devient encore plus intéressant, car après avoir traversé le compresseur, l'air comprimé poursuit son chemin vers l'une des régions les plus exigeantes de tout le système, accompagné des minuscules particules d'eau qui restent encore mélangées dans le flux. À ce stade, une question inévitable se pose. Si une partie de ce liquide parvient à avancer avec l'air comprimé, que se passe-t-il lorsqu'il atteint une zone du moteur où les conditions changent de manière si radicale ? Lorsque l'air comprimé quitte le compresseur, il entre dans l'une des zones les plus intenses de tout le moteur, la chambre de combustion. Ici, l'air se mélange avec du carburant atomisé et le mélange s'enflamme de manière continue, générant un flux de gaz extrêmement chaud qui entraînera ensuite la turbine. Dans cette région du moteur, les températures peuvent facilement dépasser les 1000 degrés, créant un environnement énergétique très différent de celui que l'eau a connu jusqu'à ce moment. Lorsque les microgouttes d'eau qui ont traversé le compresseur entrent dans cet environnement, la première chose qui se produit est un changement physique presque immédiat, car la température est si élevée
que beaucoup de ces minuscules gouttes s'évaporent pratiquement à l'instant. L'eau passe de l'état liquide à l'état de vapeur en fractions de secondes et s'intègre dans le flux de gaz chaud qui circule dans la chambre de combustion. Ce comportement est important car il démontre une idée très répandue selon laquelle l'eau qui entre dans le moteur éteint simplement la combustion. En réalité, l'environnement thermique à l'intérieur de la chambre est si énergétique que de petites quantités d'eau ne peuvent pas absorber suffisamment de chaleur pour arrêter la réaction. Au lieu d'éteindre la flamme, l'eau se transforme rapidement en vapeur et continue de se déplacer avec le flux de gaz. Cela ne signifie pas, cependant, que l'eau n'ait aucun effet à l'intérieur de la chambre de combustion, car en s'évaporant, elle absorbe de l'énergie de l'environnement et peut produire un léger refroidissement du mélange air-carburant. De plus, la vapeur générée peut diluer momentanément les gaz chauds à l'intérieur de la chambre. Dans certaines conditions, cela peut légèrement réduire la température locale ou modifier la dynamique du flux. Cependant, le processus de combustion dans un moteur à réaction n'est pas une flamme simple qui peut s'éteindre facilement. Il est soigneusement stabilisé grâce à la géométrie de la chambre de combustion et à la conception des injecteurs de carburant. L'air comprimé entre à grande vitesse, se mélange de manière turbulente avec le carburant et crée des zones où la flamme reste ancrée de façon stable. Cette conception permet à la combustion de se poursuivre même lorsque le flux d'air ou la température subissent de légères variations. Pour cette raison, dans des conditions normales de pluie intense ou de nuages chargés d'humidité, la présence d'eau dans la combustion altère à peine le fonctionnement du moteur. Le flux d'air reste dominant, le carburant continue d'être injecté de manière constante et la réaction chimique demeure stable. Néanmoins, il existe une limite physique lorsque la quantité d'eau ingérée est très grande et atteint la chambre de combustion en un laps de temps très court. Dans ce cas, l'effet de refroidissement peut devenir plus significatif. Dans ces circonstances extrêmes, la vapeur générée peut trop diluer le mélange ou réduire la température suffisamment pour déstabiliser la flamme. Lorsque cela se produit, il peut survenir ce que l'on appelle un flame out, l'extinction de la combustion à l'intérieur du moteur. À ce moment-là, le flux d'air continue de traverser le moteur, mais il n'y a plus de combustion pour produire les gaz chauds nécessaires au maintien de la puissance. Bien que ce phénomène soit rare dans des conditions normales d'exploitation, il représente l'un des scénarios que les ingénieurs doivent prendre en compte lors de la conception de moteurs capables de supporter l'ingestion d'eau. La clé réside dans le fait que la plupart des situations de pluie ou d'humidité ne génèrent pas des quantités d'eau suffisantes pour provoquer cet effet. Les moteurs modernes sont conçus pour gérer des perturbations du flux, des variations de température et de petites quantités d'eau sans que la combustion ne devienne instable. En réalité, le comportement que nous avons observé jusqu'à présent n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas simplement que les moteurs tolèrent l'eau par hasard. Tout le système est conçu dès le départ en tenant compte du fait que le moteur fonctionnera sous la pluie, traversera des nuages chargés d'humidité et, à certaines occasions, ingérera des quantités importantes d'eau. Mais tout cela ne repose pas uniquement sur la théorie ou les calculs d'ingénierie. Avant qu'un moteur puisse entrer en service, il doit démontrer lors d'essais réels qu'il est capable de supporter ces situations extrêmes. Ces essais font partie du processus de certification que tout moteur aéronautique doit réussir, dans lequel les fabricants sont tenus de démontrer que le moteur peut continuer à fonctionner même lorsqu'il est exposé à des conditions météorologiques extrêmement sévères. Il ne suffit pas d'affirmer que la conception le permet, car le comportement du moteur doit être observé et mesuré directement sur des bancs d'essai. Dans ces installations, le moteur est monté sur une structure d'essai où il peut fonctionner à différents niveaux de puissance pendant que les ingénieurs surveillent chacun de ces paramètres. Une fois le moteur stabilisé, des systèmes capables d'injecter de grandes quantités d'eau directement à l'entrée du moteur sont mis en œuvre. L'objectif est de simuler des conditions de pluie intenses ou de nuages chargés d'humidité en reproduisant des scénarios que le moteur pourrait rencontrer au cours de sa vie opérationnelle. Lors de ces essais, l'eau est introduite de manière contrôlée dans le flux d'admission tandis que le moteur continue de fonctionner. Dans de nombreux cas, le moteur fonctionne à des puissances élevées, proches de celles utilisées lors du décollage, ce qui permet d'observer comment le système réagit lorsque le flux d'air est maximal et que l'effet de l'eau pourrait être plus significatif.
Dans ces conditions, les quantités d'eau utilisées sont généralement bien supérieures à celles que le moteur rencontrerait normalement en vol, une approche délibérément conservatrice qui permet de garantir que le moteur possède une large marge de tolérance face à des conditions météorologiques défavorables. En d'autres termes, le moteur doit démontrer qu'il peut continuer à fonctionner même lorsque l'ingestion dépasse largement ce qui serait habituel pendant une tempête. Au cours de ces essais, tandis que l'eau pénètre dans le moteur, les ingénieurs observent attentivement le comportement de différents paramètres, parmi lesquels la stabilité de la combustion dans la chambre, en analysant si la flamme reste stable ou si des fluctuations apparaissent pouvant affecter le fonctionnement du moteur. Le comportement du compresseur est également surveillé, car des perturbations du flux pourraient provoquer des instabilités aérodynamiques. En plus de ces paramètres, les ingénieurs portent une attention particulière au comportement vibratoire du moteur, car lorsque l'eau impacte les composants internes, notamment les aubes du fan ou du compresseur, des changements dans la dynamique du système peuvent se produire. Des capteurs installés dans le moteur permettent de détecter toute augmentation anormale des vibrations pouvant indiquer un problème structurel ou aérodynamique, tandis que les températures internes, les pressions du système et la vitesse de rotation des différents arbres du moteur sont surveillés en permanence. Même dans le cas extrême où la combustion viendrait à s'éteindre pendant un essai, le moteur doit démontrer qu'il est capable de se rétablir. C'est pourquoi la capacité de rallumage du moteur est également évaluée dans des conditions contrôlées, en vérifiant que le système peut stabiliser à nouveau la combustion après une perturbation significative. Ce n'est qu'après avoir réussi toutes ces épreuves qu'un moteur peut progresser dans le processus de certification et être approuvé pour une utilisation en aviation. Ce processus garantit que l'ingestion d'eau n'est pas une situation imprévue pour le moteur, mais un scénario soigneusement étudié, testé et validé avant que le moteur n'entre en service. Au final, la raison pour laquelle un moteur d'avion peut continuer à fonctionner sous une pluie intense n'est ni un mystère ni une coïncidence. C'est le résultat d'une combinaison d'ingénierie avancée, de conception minutieuse et d'essais rigoureux qui assurent que le moteur puisse fonctionner en toute sécurité même lorsqu'il est confronté à des conditions environnementales extrêmes. Si nous revenons maintenant au point de départ de cette vidéo, nous nous souviendrons que tout a commencé par une idée qui semble complètement logique. Si un moteur a besoin de combustion pour fonctionner, alors l'eau devrait l'éteindre facilement. Cependant, en suivant pas à pas ce qui se passe à l'intérieur d'un moteur à réaction, la réalité s'avère bien plus intéressante que cette intuition initiale. En regardant à nouveau ce processus complet, nous voyons que l'eau entre dans le moteur avec l'air qu'il aspire en permanence et qu'en traversant le fan, les gouttes se fragmentent et se dispersent dans le flux. Elles passent ensuite par le compresseur, où beaucoup se vaporisent encore davantage, certaines sont déviées vers les parois internes, et d'autres commencent à s'évaporer à mesure que la pression et la température augmentent. Une petite fraction continue son chemin jusqu'à la chambre de combustion, où l'environnement thermique est si extrême qu'une grande partie de cette eau se transforme rapidement en vapeur. À ce stade, le moteur continue de fonctionner parce que la combustion est conçue pour rester stable, même face à des perturbations momentanées. Le flux d'air, la géométrie de la chambre de combustion, l'injection de carburant et les systèmes de contrôle travaillent ensemble pour que de petites quantités d'eau n'éteignent pas la flamme. De plus, la conception même du moteur aide à gérer l'eau à l'intérieur du système en déviant une partie du flux et en maintenant la stabilité de l'ensemble. Tout cela est également vérifié lors d'essais rigoureux avant que le moteur n'entre en service. Les moteurs doivent démontrer qu'ils peuvent continuer à fonctionner même lorsqu'ils sont confrontés à des quantités d'eau bien supérieures à celles qu'ils rencontreraient normalement en vol. C'est pourquoi, lorsqu'un avion décolle sous une pluie intense ou traverse un nuage chargé d'humidité, ces moteurs n'improvisent pas. Ils fonctionnent exactement comme ils ont été conçus, testés et certifiés pour le faire. Si vous souhaitez découvrir comment ces machines fonctionnent réellement et comprendre ce qui se passe à l'intérieur lorsqu'elles font face à des situations qui semblent impossibles, vous abonner est la meilleure façon de ne pas manquer les prochaines vidéos où nous continuerons à explorer ces phénomènes avec la même profondeur. Et si cette vidéo vous a semblé intéressante, laisser un like aide l'algorithme à la recommander à davantage de personnes et permet à ce type de contenu de continuer à se développer. Parce qu'au final, derrière chaque vol, il y a une énorme quantité d'ingénierie,
de physique et de savoir travaillant en silence. Des machines extraordinaires qui, sans que presque personne ne s'en rende compte, font bouger le monde chaque jour.